Bonjour à tous, nous sommes ravis de l'intérêt que vous portez à ce webinaire. Nous démarrerons dans exactement 5 minutes pour permettre à tous les retardataires de nous rejoindre. Merci. Bonjour et rebonjour à tous. Merci de vous être rendus disponibles pour prendre part à notre nouveau webinaire. Ce webinaire aujourd'hui porte sur les réseaux d'agents, de leur conception à leur performance, avec un focus particulier sur la RDC.
Je suis Ketasi Okwe, en charge de la communication du marketing pour l'équipe francophone de Microsafe Consulting. Avant de commencer, comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons présenter quelques points logistiques. Tout d'abord, est-ce que vous nous entendez bien? Je vous invite à répondre oui dans la boîte à questions qui se situe à droite de votre écran. Et vous pouvez utiliser cette boîte pour poser vos questions tout au long du webinaire. Nous y répondrons à la fin du panel. Enfin, veuillez noter que le webinaire est enregistré et vous pourrez retrouver l'enregistrement sur notre site internet dès demain. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, de vous présenter MSC en quelques mots. MSC est une société de conseil internationale spécialisée en inclusion financière, économique et sociale. Nous sommes basés dans 11 pays à travers le monde et notre siège pour l'Afrique francophone se situe à Dakar. Depuis 2020, nous avons également ouvert des antennes au Cameroun, en Côte d'Ivoire et en RDC. En condensé, nous dirons que nous sommes au cœur de la révolution digitale depuis ses débuts. Aujourd'hui, nous travaillons avec différents acteurs tels que les gouvernements, les banques, les entreprises de télécommunications, les fournisseurs de services tiers, mais aussi les acteurs de l'écosystème entrepreneurial à travers l'Afrique et l'Asie pour réaliser des améliorations durables et assurer un meilleur impact. Nous offrons des conseils stratégiques et opérationnels et aidons à mettre en œuvre des programmes en utilisant nos données et nos idées provenant de nos travaux de recherche sur le terrain qui sont autant que possible enracinés dans une compréhension profonde des clients, de leurs besoins, de leurs perceptions, de leurs aspirations et de leurs comportements. Notre expérience, nous la partageons également à travers l'Institut Helix, qui est notre organe de formation. Nous offrons à la fois des formations privées sur mesure en ligne et en présentiel, bénéficiant pour certaines d'une accréditation de l'Université du Québec en Outaouais. Nous avons lancé le Hub de la finance digitale, un site web 100% francophone, fédérant du contenu diversifié comme des articles, des infographies, des vidéos, des podcasts, du matériel de formation, un calendrier d'événements autour de la finance digitale. N'hésitez pas à vous y inscrire, cette plateforme est gratuite et a pour ambition de rassembler l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Cette plateforme est donc la vôtre. N'hésitez pas à me contacter, kate.okwe@microsafe.net si vous souhaitez avoir plus d'informations. Alors, assez parlé, je passe la parole à Rocky Abdul, consultant à Microsafe Consulting, qui se fera un plaisir de modérer ce panel. Rocky, tu as la parole. Merci beaucoup pour cette introduction. Alors, merci encore à tout le monde de nous avoir rejoints cet après-midi. Donc, comme bien dit, je suis Rocky Abdul, je suis consultant à Microsafe Consulting et actuellement, j'interviens sur toutes les thématiques sur la transformation digitale dans tous les 3 phases. Donc, la transformation digitale des produits et services, la transformation des canaux de distribution et la transformation des processus. Alors, comme Kate l'a dit, je suis le modérateur d'aujourd'hui et le panel d'aujourd'hui est constitué de Monsieur Yannick Komotir. Je ne sais pas si Yannick, vous pouvez activer votre caméra juste pour qu'on puisse placer. Voilà. Bonjour Yannick, vous nous entendez? Yannick, on ne vous entend pas. Nous serons également avec Monsieur Alain Tamela. Monsieur Alain Tamela, est-ce que vous pouvez activer votre caméra et qu'on puisse mettre… voilà. Bonjour Alain. Bonjour, ok. Ok, merci beaucoup. Alors, pour la suite du panel, je serai obligé de désactiver les caméras pour qu'on puisse avoir une bonne qualité de son pour le webinaire. Merci beaucoup. On peut désactiver les caméras.
Alors, aujourd'hui, le webinaire d'aujourd'hui va s'articuler précisément sur 3 points. Donc, nous allons voir le contexte global, nous allons avoir notre panel de discussion et à la fin, nous aurons notre séance de questions-réponses. Alors, si je dois parler du contexte global de réseau d'agents, nous pouvons d'abord commencer par dire que il existe quand même une ambition à réaliser une inclusion financière mondiale actuellement, hein, qui exige que nous puissions, tous les acteurs qui sont engagés dans ce processus, que nous puissions relever les défis de fournir des services financiers qui sont appropriés, qui sont abordables à environ 2,5 milliards d'individus qui sont encore non bancarisés au niveau mondial. Alors, avec ça, nous devons concevoir des produits tels que les micro-prêts, la micro-épargne, la micro-assurance et les transferts d'argent mobile qui sont spécifiquement conçus pour répondre à ces types de besoins du marché de masse qui est à faible revenu et qui est souvent exclu. Alors, aujourd'hui, nous allons voir que les canaux de distribution alternatifs que nous appelons ici le réseau d'agents sont définis comme des canaux qui élargissent la portée des services au-delà des agences, au-delà du circuit bancaire en matière de technologie de l'information et de la communication. Donc, ces canaux sont par nature transformateurs et sont en mesure de répondre à la demande d'accès des services financiers. Alors, aujourd'hui, nous savons que ces canaux reposent beaucoup sur les systèmes et les appareils d'information et de communication qui ont évolué au cours des années du GAB, qui est le distributeur automatique des billets, jusqu'au téléphone mobile utilisant des applications. Et tout ceci permettent une transmission instantanée d'informations financières et non financières entre les clients d'une part et d'autre part des institutions financières. Alors, pour les prestataires des services financiers, notamment les institutions de microfinance et les banques, ces canaux de distribution peuvent contribuer à améliorer leur efficacité opérationnelle et à élargir de façon rentable leur champ et avoir une base clientèle beaucoup plus large. Parce que selon des études qui ont été réalisées par le FPM en RDC, le coût d'implémentation d'une agence opérationnelle, juste le coût d'implémentation, se situe entre 100 000 et 150 000 $. Ça, c'est juste le coût d'implantation, hormis les frais de fonctionnement et consorts. Alors, pour l'implémentation des canaux de distribution, il ne s'agit pas seulement d'avoir des compétences nécessaires pour gérer les canaux, mais tous les projets dans sa globalité. Alors, ces produits et ces services et ces canaux de distribution alternatifs posent aujourd'hui beaucoup de questions. Et heureusement aujourd'hui que nous avons notre panel et nous allons avoir des réponses par rapport à ces questions depuis la conception jusqu'à la performance de ce réseau. On va partager les expériences, mais aussi on va donner quelques pistes de solutions. Alors, place à notre panel d'aujourd'hui. Alors, je vais commencer par Monsieur Yannick Komotir. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour que notre audience puisse vous connaître aussi? Et une fois encore, bonjour à tous. Je suis donc Yannick Komotir. Je suis Data and Analytics Manager chez Finca RDC. Alors, c'est depuis 2011 que je travaille chez Finca et j'ai été manager du réseau d'agents bancaires ici chez Finca. Et pendant 4 ans, de 2015 à 2019. Et voilà.
Merci beaucoup, Monsieur Yannick. Alors, Monsieur Tamel, est-ce que vous êtes là? Vous pouvez aussi vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, ok, bonjour à tout le monde. Je suis Alain Tamela. Je suis actuellement directeur de développement et innovation au sein de la société de microfinance Gilgal. Et donc, par ricochet, le project manager de la stratégie de digitalisation de l'institution. C'est pas que ça intègre également la stratégie de déploiement et de croissance de l'institution. Avant ça, j'ai occupé le poste du gérant parce qu'il faut rappeler que la société vient d'une transformation institutionnelle. Donc, j'ai une grosse expérience dans le secteur. Voilà. Merci beaucoup, Alain. Alors, je rappelle à tous les participants que si vous avez une question, n'hésitez pas pour l'un ou l'autre panéliste ou moi-même, n'hésitez pas de l'écrire dans la rubrique questions juste à votre droite et nous les prendrons au moment de la séance de questions-réponses. Alors, juste d'entrée des jeux, Yannick et Alain, la RDC aujourd'hui a environ 100 millions d'habitants, 2 345 000 km², environ 15% d'inclusion financière, 47% d'inclusion de pénétration mobile. Alors, quelle est la place du réseau d'agents? Est-ce qu'il y a un justificatif pour qu'on puisse parler du réseau d'agents en RDC? Monsieur Yannick. Oui, les réseaux d'agents a pleinement sa place et il faut dire que les réseaux d'agents ont beaucoup contribué pour que nous puissions atteindre les chiffres que nous avons maintenant en termes d'inclusion financière et de bancarisation. Et ces modèles ont montré, a fait ses preuves parce que ça fait, chez Finca RDC, ça fait 10 ans depuis que les réseaux d'agents existent et cela a permis non seulement de faciliter la tâche à nos clients en rendant les services beaucoup plus proches d'eux, mais aussi beaucoup plus pratiques. Mais en termes de chiffres au niveau de l'institution, on a effectivement vu une croissance que nous n'avons pas connue avant en termes que ce soit de dépôt de clients ou même en termes de nombre de clients de manière générale. Et de manière globale, dans le pays, les réseaux d'agents bancaires, c'est comme après Finca, il y a eu d'autres institutions qui l'ont développé justement et il y a aussi d'autres institutions, d'autres banques qui sont en train de développer les réseaux d'agents ou du moins de chercher des partenariats avec les réseaux existants. En fait, c'est parce qu'ils ont trouvé effectivement que les réseaux d'agents avaient sa place et effectivement qu'il a permis d'affranchir certaines limites, que ce soit des limites géographiques, mais aussi à améliorer la qualité du service qu'offrent déjà les institutions financières ici en RDC. Et cela a eu comme conséquence justement d'améliorer le taux d'inclusion financière. Et ce n'est pas fini parce qu'il y a des projets qui sont en train de venir et ça va encore permettre à ce que l'inclusion financière puisse s'améliorer au niveau de la RDC. Voilà. Merci beaucoup, Yannick. Monsieur Alain, vous avez quelque chose à ajouter? Non, je crois que c'est suffisamment clair. Peut-être qu'il faut ajouter le fait qu'on arrive à toucher les zones, on va dire, qui étaient difficiles d'accès. Les chiffres que vous avez présentés sont des chiffres actualisés. Cela montre la nécessité qu'il faut d'intensifier davantage toutes les opérations autour, de mettre sur le marché, en tout cas pour les institutions financières, tout ce qui peut être de nature à attirer davantage de personnes vers les services financiers, mais aussi à pousser les services financiers vers les personnes que les institutions financières souhaitent servir. Donc, c'est un impératif pratiquement si on espère voir le taux d'inclusion financière significativement s'améliorer. Il y a, entre autres, cette stratégie de réseau d'agents à mettre en place. Ok, merci beaucoup, Alain. Alors,
Oui, moi je pense que pour parler de la conception du réseau d'agents, notre panel aujourd'hui est bien constitué parce que nous parlons de la conception et nous parlons de la performance. Alors, je vais donner la parole à Alain après, mais aujourd'hui, la société de microfinance Gilgal se trouve dans une phase très intéressante où elle va lancer la phase pilote de son réseau d'agents. Alors voilà, donc Monsieur Alain vient carrément d'une étape de conception, ils sont juste au moment du lancement et que Monsieur Yannick aussi, vous avez cette expérience où vous avez été aussi dans l'équipe de gestion du réseau d'agents au niveau des FICA et c'est comme ça que nous allons orienter les panels d'aujourd'hui. Donc plus de questions destinées à la conception seront adressées à Alain et les questions, Yannick aussi peut intervenir d'un moment à un autre, mais des questions beaucoup plus liées à la performance seront adressées à Yannick. Alors, pour commencer par Alain, alors, M. Alain Tamela, quelles sont les motivations pour la société de microfinance Gilgal de mettre en place ces réseaux d'agents? Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui a changé? Merci, Rocky. Il faut dire que la société de microfinance Gilgal a entamé depuis 2010 une autre phase de son histoire où elle souhaite effectivement se positionner en République démocratique du Congo comme une institution phare. Et donc, elle a mis toutes les batteries en marche pour entamer un processus d'accélération de la croissance. Et parmi les outils d'accélération de la croissance que nous avons pu identifier, il y a cette stratégie des réseaux d'agents-là qui devait effectivement venir soutenir notre stratégie de croissance extensive. Et donc, l'objectif était donc de pouvoir jouer sur la portée. Donc, on devrait être en mesure d'augmenter significativement le nombre de personnes touchées et puis, sur le plan géographique, le nombre de zones touchées sans forcément avoir une agence à déployer partout. Vous l'avez dit au début, le coût d'implantation d'une agence est élevé, énorme dans le contexte que nous présentons ici. Et donc, il est impératif de trouver des mécanismes alternatifs. Et donc, à côté de cela, il y a le fait que le réseau d'agents bancaires constitue, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose de différent de ce que je viens de dire, mais ça constitue un canal alternatif de distribution de nos différents produits. Cela suppose que ça permet aussi aux agences de respirer un peu et de se concentrer sur d'autres types d'activités qui peuvent être de nature à pousser l'agence vers le haut. Et donc, quand on parle de permettre aux agences de respirer, on voit la réduction des files d'attente. Voilà, donc voilà les quelques raisons, mais la dernière que je peux ajouter, c'est le besoin pour les institutions de préparer les innovations futures, parce que il faut s'inscrire dans une logique évolutive. Vu que le secteur évolue et les innovations pleuvent, l'institution a également des innovations futures qui doivent s'appuyer sur cette stratégie des réseaux d'agents pour mieux passer. Donc, voilà les éléments de motivation que je peux présenter ici. Merci beaucoup, Monsieur Alain. Désengorger les agences, mais aussi atteindre ces zones qui sont exclues du champ de services des agences classiques. Alors, dans l'implémentation de votre réseau d'agents, quels sont les grands défis que vous avez rencontrés dans la mise en place ou dans l'exécution de ce projet? Alors, les défis, il y en a toute une tonne. Comme dans tous les projets, le projet, il commence par une certaine planification. Et en ce qui concerne les aspects de planification, justement, nous avons fait face à un certain nombre de défis. D'abord, la question de fournisseurs. Et quand je parle de fournisseurs, dans fournisseurs, je mets les consultants, je mets les fournisseurs d'équipements, je mets les fournisseurs de tout ce qui a comme input dans ce mécanisme-là de réseau d'agents. Donc, il y a cette question de fournisseurs
qui était difficile à manager dans un contexte où la stratégie des réseaux d'agents semble ne pas forcément être généralisée. Yannick a parlé tout à l'heure du fait que ça fait 10 ans que Finca le fait, mais il est évident qu'à côté de Finca, il y a très peu d'institutions qui s'y sont lancées et donc il y a très peu de personnes capables de, on va dire, il y a très peu de personnes capables de fournir les services qui permettent de faire fonctionner le réseau d'agents. Et donc, nous avons fait face à ce genre de défis qu'il fallait surmonter. Sur le plan technologique, il fallait bien analyser au regard du contexte quel type d'équipement utiliser et surtout au regard de la stratégie que nous devions mettre en place pour notre réseau d'agents, quel mode de connectivité choisir. Sur les questions des systèmes d'information de gestion, il fallait qu'à l'interne, nous soyons suffisamment prêts pour faire face à ce nouveau défi. Et donc, il fallait s'assurer que le système d'information de gestion est prêt, ou tout au moins, il fallait s'assurer de l'apprêter pour qu'il soit prêt à recevoir ce genre à recevoir cette innovation-là. À côté de ça, il y a la structure organisationnelle de l'institution. Il fallait se poser la question de savoir est-ce que la structure organisationnelle de l'institution actuellement est prête à on va dire, à recevoir le réseau d'agents, ou alors il faut analyser quels sont les principaux changements qui vont intervenir ou qui doivent intervenir dans la structure organisationnelle de l'institution s'il faut lancer le réseau d'agents. À côté de cela, il y a le défi même sur la supervision des agents bancaires. C'est-à-dire que quelle est la stratégie à mettre en place pour mieux les gérer, ce qui nous ramène à la question de structure du réseau. Quelle est la structure du réseau qui sera mise en place? Quel est le système de tarification à mettre en place au regard du système de tarification actuel de l'institution en agence? Quelle est la meilleure chose à faire pour pousser les clients vers ces agents bancaires? Mais le système de tarification ne marche pas seul. Il marche avec le mécanisme de rémunération des agents bancaires qui, lui, doit être suffisamment attractif pour permettre aux agents bancaires on va dire, d'accepter de contracter avec Gilgal, mais surtout de rendre le service que Gilgal attend d'eux. Il y a aussi le type d'accompagnement qui va être apporté aux agents bancaires. On va leur demander un service, mais il faut mettre en œuvre les mécanismes qui leur permettent de rendre ce service-là dans les bonnes conditions. L'avant-dernier élément que je vais soulever, c'est la question de rentabilité ou mieux la maximisation des retours attendus. Quels sont les retours attendus de la stratégie des réseaux d'agents? Si le retour attendu n'est pas forcément une rentabilité, c'est qu'alors il faut voir comment mettre en œuvre des mécanismes qui permettront d'avoir les retours les plus optimums possibles. Et enfin, quels sont les outils de communication et les principaux messages qu'il faut faire passer lorsqu'il est question de convaincre à l'interne le personnel et de convaincre à l'externe les agents bancaires et les clients d'adopter ce nouveau mécanisme qui sera mis en place. Donc, voilà un peu les quelques 6 ou 7 défis que nous avons rencontrés, qui ne sont pas exhaustifs en réalité, mais que je prends comme ça, comme étant les défis principaux. Merci beaucoup, M. Alain. Alors, M. Yannick… je voudrais ajouter quelque chose, un défi qui n'est peut-être plus d'actualité, que nous avons particulièrement rencontré alors que nous déployons, nous mettons en place le réseau d'agents, c'était en fait le cadre réglementaire, parce qu'il faut dire qu'à l'époque, l'activité d'agent bancaire n'était pas encore légiférée. En fait, il n'y avait pas de loi ni d'instruction de la Banque centrale sur ça. Ça faisait partie de défis parce que l'instruction est arrivée tard alors que nous avons déjà mis en place les réseaux d'agents bancaires. Voilà, c'est ce que j'allais ajouter. Ok, merci beaucoup, M. Yannick. Exactement, je voulais atterrir sur cette question. Aujourd'hui, nous avons vu que, en fait, le projet de digitalisation ou des mises en place des réseaux d'agents sont des projets qui sont onéreux. Alors,
oui, aujourd'hui, la Banque centrale du Congo est en train de mettre, le décret n'est pas encore effectif, sur la gratuité des opérations sur les canaux de distribution alternatifs. Alors aujourd'hui, quelles sont les principales considérations que nous devons prendre en compte quand on élabore le modèle financier de ce projet pour qu'il soit rentable? Parce que Alain l'a soulevé que c'est un grand défi. Oui, c'est un défi parce que il y a des challenges en fait en termes de coûts en fait, qui évoluent avec le réseau, avec le temps, avec le nombre d'agents qu'on a, des agents qu'on a au sein de sa structure. Et tout dépend de ce que l'institution a comme but. Le but pourrait être simplement comme Finca au départ, le but du réseau d'agents n'était pas d'en faire un service où Finca voulait nécessairement gagner en termes de revenus, mais l'objectif stratégique de l'institution était tout autre. Alors, si aujourd'hui une institution met en place, en mettant un réseau d'agents bancaires en place, son objectif, c'est d'avoir des revenus, il est clair qu'il faut voir qu'est-ce qui doit être fait du côté de structure des prix et qu'est-ce qui doit être fait du côté la structure en fait des commissions et c'est que les agents gagneront après avoir effectué les transactions. Et c'est très variable en fonction des besoins, en fonction des objectifs de l'institution. Alors, si il arrivait qu'on applique cette instruction sur la gratuité des opérations, il est clair que puisque la facture devra bien être payé par quelqu'un, il est clair que ça aura une répercussion d'une manière ou d'une autre sur les clients. Sinon, l'institution ne pourra pas prendre en charge, comme je disais, quand après 10 ans, après avoir exploité, après avoir étendu un réseau d'agents comme le nôtre, on se rend compte qu'en fait, le coût opérationnel lié justement à la bonne marche de ces réseaux d'agents devient énorme. Alors, l'institution ne pourra forcément pas prendre en charge et il faudra bien que ce soit les clients qui payent d'une certaine manière. Mais une fois encore, comme je disais avant, tout dépend des objectifs stratégiques qui sont définis en amont lors de la mise en place du réseau d'agents. Et aussi, ces besoins, bien ces objectifs, pourraient toujours évoluer dans les temps. L'objectif pour lequel on avait mis en place les réseaux d'agents au départ, ce ne sont pas les mêmes objectifs que nous avons maintenant compte tenu de la situation économique, de la situation de l'institution, etc. Voilà. Alors, tout est vraiment relatif aux objectifs stratégiques de l'institution et de sa vision à moyen et long terme. Voilà. Merci beaucoup, M. Komotir, mais aussi signalons qu'il y a aussi des objectifs qui sont indirects, surtout l'offre des services à valeur ajoutée, mais aussi de retours qui sont indirects au réseau d'agents, par exemple la croissance des niveaux d'épargne ou la croissance de la base clientèle ou soit du portefeuille de crédit qui sont aussi, mais aussi l'amélioration de la qualité du portefeuille crédit par l'élargissement du réseau pour permettre aux clients de pouvoir rembourser facilement. Alors, si je dois revenir à M. Alain, alors, M. Alain, oui, vous êtes au moment de lancer votre réseau d'agents. Alors, parlez-nous un peu de votre réseau d'agents. Comment est-ce que vous le nommez? Quel est le plan de déploiement? Et surtout, à quoi est-ce que vous vous attendez, vous, en tant que société de microfinance Gilgal, par rapport à ces réseaux? Alors, merci Rocky. Gilgal Cash, c'est le nom de notre réseau d'agents qui est en cours de préparation depuis la fin de l'année 2020. Vous comprenez que le projet de déploiement d'un réseau d'agents, c'est un projet qui prend du temps dans la préparation. Et
il y a, on va dire, des expériences qui ont été faites. Mais déjà, je peux commencer par dire que ce que Gilgal attend, c'est peut-être, je vais revenir sur les défis. J'ai présenté les défis tout à l'heure, ou les motivations. Voilà, j'ai présenté les motivations tout à l'heure pour dire que, en réalité, c'est dans la stratégie de croissance de l'institution. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait plus de clients. On s'attend à ce que le rythme de croissance de l'institution se trouve accéléré. On s'attend à ce que les guichets ne soient plus saturés. On s'attend à ce que l'institution soit suffisamment prête pour accueillir les innovations futures de l'institution et diversifier aussi son portefeuille d'activités à travers l'intégration d'autres types de produits ou d'autres mécanismes permettant de mieux utiliser ce réseau d'agents-là. Donc, nos attentes sont vraiment en droite ligne avec les motivations qui nous ont poussés à élaborer ce réseau d'agents-là. Et donc, Gilgal Cash, comme j'étais en train de le dire, est effectivement notre réseau d'agents que nous comptons, pour lequel nous comptons passer à la phase pilote à la deuxième quinzaine de ce mois de février, parce que nous l'avons déjà mise au point et nous avons une expérimentation que nous avons faite dans le Congo central et qui nous a permis, parce que en même temps, il n'était pas évident d'y aller comme ça sans avoir fait des tests pratiques. Nous avons fait des tests pratiques avec 2 agents dans le Congo central, ce qui nous a permis sérieusement de revoir un certain nombre de choses dans la stratégie qui avait été prévue au départ, tant en ce qui concerne la motivation des agents bancaires, qu'en ce qui concerne les attentes même en termes de résultats attendus, parce que ces résultats, on s'est rendu compte que ce ne sont pas des résultats qui tombent du ciel. Au-delà des agents bancaires, il faut travailler sur les mécanismes d'accompagnement. Tous ces éléments-là ont été justement ajustés et nous rendent prêts à lancer la phase pilote dans les provinces du Congo central et de Kinshasa. Et donc, l'objectif à la fin de cette année, c'est après la phase pilote d'arriver à déployer les 100 premiers agents bancaires. Et au regard de notre organisation ou de notre fonctionnement, le déploiement des 100 premiers agents bancaires sera évident et pour le moment, principalement basé dans nos zones d'intervention. Et voilà, on prévoit des mécanismes d'évolution des années qui suivent pour atteindre une barre beaucoup plus significative en 2025, notamment au moins 500 agents bancaires. Voilà un peu en résumé ce que je peux dire par rapport à nos attentes et par rapport à ce qu'est le réseau d'agents Gilgal Cash. Merci beaucoup, Alain. Je suis tellement content par rapport à vos projections, à vos ambitions. Mais tournons-nous un peu du côté d'Yannick. Comme lui, il a déjà eu à gérer un réseau d'agents, peut-être qu'il va vous partager certaines expériences qui vont peut-être vous pousser à vous questionner et à peut-être à revoir à la baisse ou revoir à la hausse vos projections. Alors, Monsieur Yannick, quels sont les grands défis qu'on rencontre dans la gestion d'un réseau d'agents? Déjà, je ne pense pas, par mon intervention, réduire les ambitions de Alain, oui, parce que c'est plutôt pour le motiver, bien au contraire. Donc, alors, nous sommes un pays où nous avons beaucoup de challenges, bien sûr, qui ne sont pas insurmontables. Et voilà. Parmi les défis que nous avons rencontrés, il y a d'abord les défis qui sont liés aux infrastructures, parce que en fait, la plupart de nos agents sont dans un milieu, je dirais, rural ou bien semi-rural, et du coup, c'est pas toujours facile de les atteindre. Et nous avons aussi beaucoup de problèmes de connectivité. Qui dit agent bancaire dit connectivité forcément parce que les terminals doivent bien communiquer avec nos serveurs centrales. Il y a aussi un grand challenge, c'est le challenge qui est lié à la liquidité. En réalité, ce sont des challenges qui sont, je dirais, forcément, qui font part de cette activité d'agent bancaire.
qui sont gérables, mais c'est pas facile. Il y a aussi, bien sûr, des défis qui sont liés à certains risques qui viennent avec l'activité. Je dirais des risques de fraude, des risques réputationnels. Voilà, ce sont des défis, en gros, qui sont liés à cette activité. Et le plus gros reste bien sûr la gestion de liquidité, parce que c'est quelque chose qui est à la fois complexe et pour laquelle il faut mettre en place un modèle, mettre en place un mode de distribution qui répondent vraiment aux besoins tels qu'ils viendront. Et c'est un challenge vraiment qu'il faut gérer tous les jours. Voilà. Monsieur Yannick, vous avez bien parlé de ces défis. On comprend la connectivité, la gestion de la liquidité, l'animation aussi du réseau, mais quelles ont été les réponses? Ou quelles sont les réponses que vous apportez? Quelles sont les pistes de solutions que vous apportez pour mitiger, pour atténuer, ou pour résoudre, ou pour éradiquer ces défis? Alors, parmi les solutions que nous avons apportées pour résoudre ces problèmes, ces challenges, c'est par exemple au niveau de l'infrastructure, au niveau de la connectivité, c'est d'utiliser plusieurs réseaux, par exemple. Donc, cela a comme conséquence, bien sûr, d'augmenter nos coûts opérationnels, mais avec comme avantage de garantir la connectivité, la disponibilité des agents. Ça veut dire que dans un coin, on a plusieurs fournisseurs des réseaux. Comme ça, quand l'un lâche, l'agent peut basculer sur un autre fournisseur. En termes de la distribution ou bien en termes de liquidité, nous avons mis en place plusieurs solutions. Déjà dans le modèle, nous sommes allés sur un modèle, je dirais, hiérarchique où nous avons des master agents qui, au-delà de nos agences, peuvent fournir du cash ou bien peuvent aller collecter du cash auprès de nos agents bancaires, où qu'ils soient. Cela évite en fait aux agents de faire les déplacements, parce qu'il faut savoir que bien avant tout, un agent, c'est d'abord un opérateur économique. Fermer son business et entrer dans un transport s'il est éloigné de l'agence la plus proche de son business, c'est avec les embouteillages, etc. C'est prendre peut-être au minimum 1 heure du temps et peut-être au maximum toute la journée. Et c'est là, c'est quelque chose que les masters agents ou bien les super agents, comme on les appelle dans notre modèle, ont permis de résoudre. Et nous avons aussi mis en place certaines facilités de cash, des couverts, crédits, etc., qui sont en fait des produits que nous gérons très bien et qui permettent en fait de pallier à certains problèmes dans des liquidités et puis des connectivités. Et par rapport à l'animation, bien à la gestion directement, nous avons l'une des manières de pouvoir résoudre cela, c'est d'abord aussi la formation. Ça veut dire qu'à chaque fois que nous avons des problèmes, nous mettons à jour nos manuels de formation, de telle sorte que nos agents, quand je dis nos agents, ça veut dire les personnels FINCA qui travaillent avec les agents bancaires, et les agents bancaires savent comment remédier à certaines situations rapidement. Et aussi, bien sûr, il y a la communication que nous améliorons en mettant par exemple en place des CUG entre nos agents et notre personnel pour permettre en fait une meilleure communication, et sans compter tout ce qui vient comme technologie, ça veut dire les groupes WhatsApp, etc. Ça facilite en fait la communication entre les agents bancaires et notre personnel pour permettre d'escalader très rapidement dès qu'ils ont un souci. Voilà, c'est en quelques mots. C'est pas exhaustif bien sûr, c'est quelques stratégies que nous avons mises en place
pour pouvoir pallier à certains défis que nous rencontrons quotidiennement. Merci beaucoup. Je pense que Alain en a pris certaines qu'il pourra utiliser demain ou après un autre jour dans la gestion de leur réseau. Alors, Monsieur Alain, si je dois me tourner vers vous, aujourd'hui, la clientèle de Gilgal, on sait que c'est une clientèle ciblée qui se trouve au niveau plus bas de la pyramide, où on connaît leur niveau de revenus. Alors, comment vous êtes en train de créer la confiance dans l'adoption de ce produit? Comment est-ce que vous avez commencé à faire la sensibilisation? Oui, Rocky. Alors, ce qui est en train de se faire, depuis que nous avons tout ce qui est mécanisme de communication sur le produit, c'est que déjà au niveau des agences, il faut dire que le travail commence à l'interne parce que les agents du front office et tous ceux qui sont face à la clientèle doivent d'abord être convaincus. Et donc, c'est là où nous avons commencé à travailler sur la complémentarité qu'il y aura entre leurs activités en tant qu'agents de front office et les activités d'agents bancaires. Donc, on a fait ce travail-là à l'interne. Et puis, à l'externe, ce que nous passons comme message aux clients, qui devient pratiquement une stratégie de vente, c'est de dire à ces clients que les difficultés qu'ils connaissent lorsqu'ils se rendent à Gilgal, les difficultés qu'ils connaissent lorsqu'ils doivent, par exemple, rembourser leur crédit, sont des difficultés qui vont, on va dire, disparaître à partir du moment où nous allons effectivement leur mettre en place des mécanismes qui facilitent l'accès, qui facilitent, disons, les dépôts et les retraits de leur argent, que ce soit les épargnes ou les remboursements des crédits. Et donc, ça passe comme une lettre à la poste et les clients se sentent davantage rassurés. Et donc, avec notre stratégie de proximité, nous avons un service qui est principalement spécialisé dans ce genre d'activité et qui va nous accompagner tout au long du processus. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Alain. Je rappelle encore aux participants qui viennent à peine de nous rejoindre. Si vous avez une question, vous pouvez l'écrire dans la rubrique questions juste à droite de votre écran où c'est marqué en dessous questions. Vous pouvez écrire parce que je vois déjà que les questions commencent à arriver et nous sommes en train d'atterrir pour commencer cette séance très importante aussi de questions-réponses. Alors, Monsieur Yannick, je viens de voir que Monsieur Alain vient de parler de cette partie de sensibilisation, de création de confiance dans leurs clients. Mais aujourd'hui, dans l'animation du réseau d'agents Finca ou des réseaux d'agents au niveau de Kinshasa et de la RDC, nous observons qu'il y a plusieurs points qui sont devenus inactifs. Alors, qu'est-ce qui explique cet état de choses et que peuvent être les pistes et des solutions par rapport à ces défis-là? Merci Rocky, c'est une très bonne question. L'inactivité, c'est un challenge, je veux dire, propre à l'activité justement des réseaux d'agents bancaires, mais il faut aller peut-être au-delà de l'agent, voir en fait chaque pièce composante. Parce qu'en fait, il faut d'abord savoir, d'une part, que les agents bancaires sont des opérateurs économiques et généralement, ce sont des petits opérateurs économiques qui sont généralement fragiles au choc économique, par exemple. Et il faut dire qu'avec la vague, tout ce qui est comme Covid-19, ça a fragilisé beaucoup d'agents bancaires déjà directement à partir de leurs activités, je dirais, principales. Et cela a eu de l'impact par ricochet sur leurs activités comme agents bancaires. Et ça, c'est une part de choses. Et d'une autre part, c'est aussi les clients eux-mêmes, parce qu'il faut savoir que qui dit réseau d'agents bancaires dit transactions. Les transactions viennent des clients. Et chaque fois qu'il y a moins d'activités
au niveau des clients, ça veut dire que quand il n'y a pas de transaction, il n'y aura pas non plus d'activité au niveau des agents bancaires. Et dès que cette activité n'est plus rentable pour l'agent, qui est tout d'abord un opérateur économique et qui vise le gain, il va simplement mettre cette activité de côté pour se focaliser sur l'activité qui est la plus, je veux dire, rémunératrice en termes de revenus pour lui. Alors, donc, quand on relie, ça veut dire le choc qu'a subi la plupart d'opérateurs, d'agents en termes de Covid-19 et tout ce que ça a engendré, et aussi la baisse, je dirais, d'activité au niveau des clients, c'est là à cause de cela. Voilà. Alors, pour y remédier, ce que je peux donner comme piste de solution et ce que nous essayons de faire en interne, c'est d'abord une meilleure éducation financière au niveau des agents pour qu'ils soient en mesure en fait de résister à certains chocs économiques, même si ce n'est pas facile pour eux, parce qu'on est en face des petites structures qui sont par définition très fragiles. Mais du moins, en donnant une formation sur l'éducation financière, ça permet qu'ils soient un peu plus résistants aux chocs. Et puis aussi, il y a l'accompagnement. Nous avons mis en place plusieurs solutions qui sont taillées par rapport aux agents pour pouvoir d'une certaine manière les accompagner, notamment à travers des crédits business, mais aussi certaines facilités pour permettre aux agents de fonctionner. Et d'autre part, du côté des clients, c'est bien sûr agrandir la base clientèle en mettant en place de produits qui peuvent susciter beaucoup plus d'engouement au niveau de la clientèle. Parce que puisqu'on a une base clientèle qui est grande, donc nous avons justement cette possibilité, bien, la possibilité d'avoir beaucoup plus de transactions, donc d'avoir un réseau d'agents qui soit très animé. Et voilà, donc il y a d'une part l'éducation et l'accompagnement au niveau des agents, mais aussi de l'autre part au niveau de la clientèle, il y a cet effort d'agrandir l'assiette, je veux dire, ou bien la base clientèle, mais aussi beaucoup de marketing autour des agents et de nos produits pour pouvoir faire fonctionner les réseaux d'agents et les rendre toujours actifs. Mais il y a aussi un autre travail de supervision qui est fait. En fait, et là, c'est vraiment au niveau interne avec le personnel pour pouvoir, bien sûr, suivre les agents et répondre efficacement et rapidement à leurs desiderata et autres problèmes qu'ils peuvent rencontrer, que ce soit des problèmes qui sont liés à la technologie, à la connectivité, au branding, ou à la liquidité, bien sûr, mais aussi par rapport aux problèmes qu'ils ont comme opérateurs économiques et voir dans notre, je dirais, dans notre sac de solutions, quelles solutions appropriées on peut justement donner à cet agent. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Yannick. Nous sommes en train d'atterrir. Alors, Monsieur Alain, aujourd'hui, vous allez lancer votre réseau dans un environnement où il y a déjà de l'expérience. Il y a déjà la proposition des valeurs du côté des agents bancaires. Il y a déjà des prix de commission qui sont déjà fixés sur le marché, où la moyenne est approximativement bien connue. Alors, Monsieur Alain, quels sont les défis que vous avez rencontrés lors du choix des agents bancaires qui vont faire partie de votre phase pilote? Merci, Rocky. Alors, concernant l'aspect prix, on sait bien que le prix, il est fonction du type d'offre. Il est certes fonction aussi de l'environnement, mais il est fonction de la valeur ajoutée que le produit apporte au client. Et donc, au regard de cela, nous pensons que notre système de tarification qui a été mis en place tient effectivement compte de la valeur ajoutée
pour le client, mais tient compte de notre méthodologie actuelle qui ne sera pas abandonnée au profit du réseau d'agents, mais qui sera accompagné par le réseau d'agents pour mieux faire ce qui est fait actuellement. Et donc, c'est une tarification justement un peu plus faible que la tarification actuelle, mais beaucoup plus attractive pour les clients et pour les agents bancaires. Justement, sur la question de choix des agents bancaires, qu'est-ce que nous avons pris en considération? D'emblée, il faut dire qu'il y a des exigences légales en ce qui concerne le choix des agents bancaires. La Banque centrale, à travers son instruction, dit clairement qu'est-ce qu'il faut comme condition, comme précondition pour faire d'un commerçant un agent bancaire. Mais à côté de ces préconditions, il y a un certain nombre de choses que nous avons pris en considération. Il y a déjà l'expérience que l'agent bancaire a dans des activités similaires. C'est-à-dire, est-ce que la personne que nous ciblons a une expérience dans des activités similaires? Parce qu'avoir une expérience, ça suppose que nous aurons un avantage que l'agent a déjà quand même une formation, une première formation, et donc ce sont des formations de base et nous allons tout simplement apporter la formation complémentaire et spécifique à Gilgal. À côté de ça, il y a le secteur d'activité. L'analyse des différents secteurs d'activité démontre clairement que, surtout dans notre phase de lancement, il n'est pas prudent on va dire, de s'ouvrir à tous les secteurs d'activité, mais il faut choisir des secteurs d'activité qui ont une prédisposition à accueillir ce type d'activité. Et donc, à côté de cet aspect secteur d'activité, il y a le niveau de saturation du magasin qui accompagne en fait la question des secteurs d'activité, parce qu'on sait qu'il y a des secteurs d'activité qui sont généralement très saturés et d'autres très saturés. Quand je parle de saturé, je parle du propriétaire de l'activité. Et donc, ce sont des éléments qui sont pris en compte. Et quand on parle de saturé, c'est en termes de files d'attente. À côté de ça, il y a la position géographique de l'agent par rapport au regroupement ou par rapport à la façon dont le principal groupe de clients que nous ciblons est positionné. Donc, il y a la position géographique de l'agent par rapport aux clients ciblés. Il y a le niveau d'aération même de l'espace, c'est-à-dire que est-ce que l'agent a suffisamment d'espace pour accueillir ce type d'activité. À côté, il y a ce que nous appelons à l'interne l'enquête de voisinage, parce que nous savons que l'activité des réseaux d'agents, c'est une activité très sensible qui suppose que l'institution transfère un certain nombre de compétences qui étaient siennes à des personnes extérieures, entre guillemets, qu'elle a essayé d'intérioriser, mais ça reste des personnes extérieures. Et donc, il est important de faire l'enquête de voisinage d'abord auprès du voisinage le plus proche, parce que ce seront les principaux utilisateurs de cet agent bancaire-là que nous allons mettre en place. Donc, voilà quelques éléments que nous retenons comme profil de choix à côté des éléments exigés par la Banque centrale, notamment le fait d'avoir des documents d'activité, le fait d'avoir un niveau de liquidité ou un niveau de trésorerie suffisant, ainsi de suite. Voilà. Merci beaucoup, Alain. Alors, voilà, je vais poser la dernière question de ce panel à M. Yannick. M. Yannick, aujourd'hui, nous savons que certaines provinces en RDC n'ont pas encore reçu la 3G ni la 4G. Alors, intuitivement parlant, le réseau d'agents pourra ou pourrait se baser sur les opérateurs de téléphonie mobile. Alors, comment est-ce que vous analysez un peu le partenariat entre les opérateurs de téléphonie mobile et les institutions financières en RDC? Merci pour la question. Je pourrais répondre en deux volets. D'abord, partenaire pour offrir la connectivité. Il faut dire que ça se passe bien. Nous remercions nos amis des télécoms qui nous accompagnent. Il faut dire que jusque-là, nous n'avons pas encore connu ces cas où nous sommes dans une zone où nous ne savons pas couvrir
Mais oui, nous avons connu ces cas peut-être et nous avons été bien accompagnés par l'un de nos partenaires en télécom. Et il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans des endroits encore beaucoup plus reculés où nous servons nos clients et où nous faisons la paye des agents et fonctionnaires de l'État. Et c'est un challenge dans certains coins, mais je dirais à 90% la couverture 3G, parce que pour nous, les minimums pour pouvoir offrir, c'est d'avoir la 3G, est plutôt bonne. Et l'autre aspect, je dirais en termes de service, il faut dire que aussi nous avons commencé à travailler avec les MNO, surtout la partie MFS, à offrir certains services à valeur ajoutée, mais aussi à interagir. Là, on est vraiment dans l'interopérabilité entre nos systèmes et leurs systèmes pour offrir certains services tels que l'achat des airtime, des wallet to bank, bank to wallet. Et il faut dire que cet écosystème qui se crée, ça permet vraiment d'enrichir l'écosystème en RDC. Et si je dois évaluer, je dirais que c'est un partenariat qui est plutôt gagnant-gagnant, mais aussi qui est prometteur en termes de perspective d'avenir. Voilà. Merci beaucoup, M. Yannick, mais aussi félicitations pour le produit Click de Finca, qui est aussi accessible via l'application ou le code USSD, exactement dans des lieux où il n'y a pas de connexion avec l'Internet. Voilà, alors nous sommes arrivés à la fin de ce panel. Nous allons passer à la séance de questions-réponses. Nous avons reçu beaucoup de questions et là, je vais passer la parole à ma collègue Kate pour nous lire les questions et ainsi les panélistes pourront y répondre tel qu'il est désigné. Kate, vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Merci beaucoup à nos panélistes qui nous ont donné de brillantes interventions. Alors, la première question pour Yannick. Est-ce qu'aujourd'hui, sur un modèle de rentabilité directe, peut-on dire que le réseau d'agents bancaires est rentable? Merci pour cette question. Oh, c'est une question très intéressante parce que je veux dire, c'est une question qui divise beaucoup les théoristes du réseau d'agents bancaires. Alors, moi, je dirais qu'on ne doit pas s'attendre à ce que les réseaux d'agents soient rentables. Par essence, il n'est pas supposé être rentable. Pourquoi? Parce que c'est un canal de distribution. C'est comme si on s'attendait à ce qu'un distributeur, un ATM, ou bien un caissier soit rentable. Directement, je veux dire. Je dirais que non, on ne pourra pas s'attendre à ce qu'un jour, on a un réseau d'agents bancaires soit rentable directement. Alors, j'insiste sur l'effet de dire directement, parce que nous savons que dans la plupart des cas, les avantages, je veux dire, la rentabilité est souvent indirecte. Je pense que Alain a cité tout au début ce qu'ils entendent en retour et même quand il a dit durant son exposé, je n'ai pas entendu le côté rentabilité parce que c'est comme un caissier, c'est comme un ATM. Nous savons que nous avons beaucoup d'avantages ou bien indirects, mais attendre quelque chose de direct, je dirais que c'est quelque chose qui n'est pas vraisemblable par essence de ce que c'est un réseau d'agents bancaires. Voilà. Merci Yannick. La seconde question pour Alain. Alors, certains pensent que les réseaux d'agents bancaires sont dépassés en termes d'expérience client par rapport à d'autres alternatives. Qu'en pensez-vous? Merci. Alors, je vois cette question comme étant le prolongement de l'autre question. On ne peut pas dire que c'est dépassé parce que le fait de dire que c'est dépassé, ça dépend du contexte aussi.
Ça dépend du niveau d'éducation, non seulement financière, mais d'éducation technologique de la cible. Lorsque vous prenez les éléments ou les expériences alternatives que l'on a, surtout sur le marché congolais, je peux prendre le produit Click de Finca, je peux prendre les autres types de produits Bank to Wallet et Wallet to Bank qui sont utilisés. Tous ces mécanismes-là sont certes mis en place et existent, offrent peut-être une meilleure expérience client, mais c'est une meilleure expérience pour une certaine catégorie de clients. Or, nous savons que dans notre secteur, la cible, c'est une autre catégorie de clients en dessous et donc, une catégorie de clients suffisamment, en fait, dont le niveau de revenus est quand même faible et dont le niveau d'éducation, surtout technologique, n'est pas à point. Et donc, ce qui fait en sorte que la stratégie des réseaux d'agents qui vient avec un mécanisme d'accompagnement où le client, pendant qu'il réalise sa transaction, est accompagné par quelqu'un qui peut le guider, ça paraîtra forcément plus attractif. Je comprends que dans un contexte où le niveau d'éducation technologique est avancé et où le niveau de pénétration des produits alternatifs est suffisamment important, on pourrait dire que le réseau d'argent est dépassé, mais dans le contexte dont nous parlons actuellement, il n'est pas du tout dépassé. Je pense qu'il sera d'actualité pour longtemps. Kate, je voudrais ajouter à ce que Alain a dit, à part effectivement les niveaux d'éducation qui est bas dans la plupart des cas en RDC, mais aussi le fait que l'économie soit encore basée sur du cash. On n'est pas encore à un niveau où que l'économie soit cashless. Et justement, l'agent bancaire, les opérations qu'il fait plus, c'est du cash out et du cash in. Donc, ce sont des dépôts et des retraits. Il y a transfert du cash. Et dans une telle économie, je suis loin de penser que les réseaux d'agents bancaires soient un canal qui soit déjà dépassé. Voilà. C'est noté, merci Yannick. On va à la prochaine question. Celle-ci, elle est pour Abdul Roki. Alors, de quelle source vous tirez les chiffres que vous avez présentés pour le taux de pénétration sur l'utilisation du réseau d'agents ou l'inclusion financière? Merci pour la question. Alors, je corrige d'abord la question. Je ne vais pas parler du taux de pénétration du réseau d'agents, mais plutôt le taux de pénétration du mobile en RDC. Alors, voilà, le taux d'inclusion, lui, il est depuis Findex avec les derniers chiffres de 2017, on peut l'avoir. Mais je pense que quand Findex va dévoiler les nouveaux chiffres, je pense qu'il y aura quand même une certaine amélioration par rapport à plusieurs innovations que nous avons vues aujourd'hui sur le marché congolais, mais aussi par rapport à l'innovation venue des fintech aujourd'hui qui prennent aussi de la place. Alors, la RPTC, qui est l'autorité de régulation de postes et télécommunications au Congo, a publié que pour l'année passée, le taux de pénétration du mobile était à 47% à travers son observatoire de marché de la téléphonie mobile. C'est tout ce que je peux dire, Kate. Merci. D'accord. Donc, pour récapituler à ta réponse pour notre participant, ces chiffres viennent du Global Findex. C'est ça. Le taux d'inclusion financière vient du Global Findex et le taux de pénétration de 2017. Et pour le taux de pénétration du mobile, c'est l'ARPTC 2021. D'accord, ça marche. Merci. Prochaine question. Comment faites-vous pour que vos agents... non, pas celui-là. Comment faites-vous pour que vos agents internes et les agents bancaires externes ne se sentent pas en concurrence entre eux? Yannick? On avait dit que l'agent externe peut-être peut faire, si on aimerait comprendre, on pense que notre participant parle du personnel au guichet quand il parle d'agent externe. Oui, alors dans notre modèle actuel,
ils ne sont pas en concurrence, mais ils sont plutôt complémentaires. Ça veut dire que une fois que l'agent a fait ses transactions, à son tour, il vient faire une transaction. C'est vraiment, c'est plutôt une chaîne et ce n'est pas en parallèle ou en concurrence. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de concurrence en fait dans ce que nous faisons actuellement. Je peux ajouter, Kate? Oui. Oui, au fait, nous, par exemple, dans cette phase de lancement, c'est effectivement un risque que nous avions identifié, parce que le risque était celui selon lequel les agents, soit actuellement à la caisse ou actuellement sur le terrain, pressentent une sorte de concurrence par rapport à ce nouveau produit qui est développé. Alors, je peux dire que d'abord, la communication sur la compréhension interne du produit était importante et la question de complémentarité devait être démontrée par rapport à la méthodologie actuelle de Gilgal et le fait de leur démontrer que à côté de la complémentarité, il y a aussi la possibilité, surtout pour ceux qui sont sur le terrain, de pouvoir davantage élargir leur champ d'activité à travers le fait qu'ils seront désormais aidés par ces agents bancaires-là. Donc, c'est également un défi que nous avions eu au moment de la préparation de notre réseau. Noté. Prochaine question. En parlant d'inclusion financière, dans quelle fourchette de pourcentage cela est réalisé au moyen de réseaux d'agents bancaires si les agents bancaires ne sont localisés qu'en pleine ville, à plus de 98%? Et est-il même possible de parler d'inclusion dans le cas précis où l'offre de service du réseau d'agents bancaires de Finca n'arrive à atteindre que des clients déjà inclus financièrement? Question pour Yannick. Merci pour cette question. En fait, en ce qui nous concerne, nous avons la plupart de nos agents ne sont pas en ville, comme je disais un peu tout à l'heure, ils sont plutôt au niveau de la cité, si je veux dire ça comme ça. Et c'était ça même le but. En fait, chez Finca, dès le départ, l'ADN du réseau d'agents bancaires, c'était plus d'aller vers les clients qui sont très éloignés. Et je vous dirais par exemple que nos premiers agents bancaires en 2011 s'est retrouvé à Maluku, simplement parce que l'agence la plus proche de Finca par rapport à Maluku était à Massina et ça prenait beaucoup trop de temps à nos clients épargnants, nos clients crédits, de venir à Massina et puis de rentrer. Ça prenait des fois même toute la journée. Et c'est dans cette même optique que Finca continue à élargir son réseau d'agents bancaires. Aujourd'hui, on est allé plus loin. Nous avons des agents bancaires dans les milieux ruraux tels que à Matimba. Nous avons des agents très loin au niveau des Kasumbalesa. Nous avons des agents au niveau des Tchela, etc. C'est ça le but. Donc, en ce qui nous concerne, nous avons beaucoup plus d'agents qui sont localisés dans les milieux périurbains que dans les milieux urbains. Et pour les nouveaux clients ou bien pour les personnes qui ne sont pas encore inclus financièrement, nous avons plusieurs solutions que nous avons mises en place et cela passe aussi par les agents bancaires. En parlant du Click par exemple, n'importe qui peut aller se présenter chez un agent bancaire et l'agent bancaire, non seulement il pourra l'informer de ce qui est Click, du produit Click, mais aussi l'agent bancaire peut aider le client à ouvrir le compte. Ça veut dire qu'il peut initier l'ouverture de compte qui sera bien sûr complétée par notre personnel. Et le client par lui-même aussi, via le USSD avec le star 455 dièse, peut également ouvrir son propre compte et commencer à aller faire ses opérations chez l'agent le plus proche sans pour autant se présenter à une agence Finca. Donc de ces côtés-là, Finca
ne cesse de travailler pour pouvoir assurer justement que l'inclusion financière soit au top, mais aussi qu'il soit toujours très proche des clients. Merci Yannick. Je vais vous demander d'être assez court, assez concis pour qu'on puisse répondre à la vague de questions qu'on a en ce moment. Je tiens déjà à préciser que malheureusement, nous n'avons plus assez de temps. Donc, pour les questions qui n'auront pas de réponse tout à l'heure, rassurez-vous, nos panélistes vous donneront ces questions-là par mail, par écrit. Donc, nous allons collecter toutes ces questions-là qui n'auront pas eu de réponse cet après-midi et nos panélistes se feront fort de vous donner les réponses par mail. Nous continuons donc. La prochaine question. Si vos agents bancaires ne sont pas en exclusivité avec vous, comment faire pour qu'ils promeuvent toujours vos institutions, mais pas vos concurrents? Question pour Yannick et on passe la parole pour une prochaine question à Alain. Alors, l'exclusivité, c'est quelque chose qui déjà n'est pas, c'était pas une obligation dans les cadres réglementaires actuels de la RDC sur les agents bancaires. Alors, quand un agent n'est pas exclusif, déjà à travers notre structure de commission, c'est un moyen très incitatif pour justement inciter cet agent à parler plus de nous, de notre produit, mais aussi c'est à travers quelques d'autres avantages que je dirais qui sont non financiers ou bien qui ne sont pas pécuniaires, par exemple, que nous mettons à sa disposition afin de pouvoir promouvoir notre marque ou bien nos services. Voilà. Tu voudrais ajouter quelque chose sur la question? Oui, justement, ce que je vais ajouter à côté de la motivation pécuniaire, il y a le type d'accompagnement qui est apporté parce que l'agent, les commissions, on va dire la commission par client, elle est en principe suffisamment faible, quel que soit le réseau d'agents choisis, mais c'est lorsque l'agent réalise une multitude d'opérations qu'il se retrouve. Et donc, il faut un accompagnement tout autour de l'agent bancaire pour être certain que le niveau d'activité est bon parce que l'agent tout seul n'arrivera pas forcément à pousser son entourage à adopter le produit. Donc, il faut une stratégie pour l'accompagner dans tout cela. Et voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Et alors, vous gardez la main, Alain. Et la prochaine question. Les réseaux de télécommunications sont bien rodés pour de telles expériences. Qu'est-ce que vous offrez de différent à ces réseaux? Voilà, je pense que la question, elle est bonne, elle est très bonne, d'autant plus que l'une des inspirations majeures ou l'inspiration principale pour le réseau d'agents bancaires, c'est effectivement cette activité de réseau de téléphonie mobile. Mais il faut dire que le réseau de téléphonie mobile, on va dire, c'est vrai, c'est un établissement de monnaie électronique qui a un système de fonctionnement, d'organisation et de fonctionnement particulier, à côté de ce que nous sommes des institutions financières ou des institutions d'intermédiation financière et qui ont comme fonction, comme profession, la collecte de l'épargne et l'octroi des crédits. C'est vrai, nous, principalement, ce que l'on peut vendre ou vanter, c'est d'abord cette possibilité-là pour le client d'accéder au crédit et de pouvoir, on va dire, faire des dépôts avec des limitations. Quand je parle des limitations, c'est en termes de solde, des limitations qui dépassent des seuils qui sont autorisés au niveau des établissements de monnaie électronique, que ce soit en termes de crédit ou en termes d'épargne. Donc, nous avons ces avantages premiers-là. Et puis, la connaissance même de l'activité d'épargne et de crédit, qui est quand même quelque chose que nous avons en particulier, c'est-à-dire comment ramener le client à l'institution financière, comment gérer un client qui veut épargner, ainsi de suite. Donc, les études que nous avons faites, parce que nous parlons sur la base des études que nous avons faites, il s'est avéré que pour la plupart,
les comptes de monnaie électronique ne sont pas utilisés pour le transfert, pour les épargnes, mais c'est plutôt utilisé pour le transfert d'argent en grande partie. C'est ce pourquoi on va dire la cible ou les clients utilisent le plus ces comptes d'établissement de monnaie électronique. Voilà. Et je pense que la raison, elle est claire aussi, c'est par rapport aux limitations qu'ils ont, c'est par rapport au niveau de confiance et au niveau de diversification de l'offre qui est faite en face et au niveau d'adaptabilité de l'offre aussi qu'on leur donne. Donc, en réalité, les établissements de monnaie électronique et les institutions de microfinance sont supposés aller dans la logique des partenariats et non de concurrence parce que ce sont des offres complémentaires. D'accord. On passe à la prochaine question. Je rappelle que nous n'avons plus assez de temps. Comment gérer les flux financiers chez l'agent partenaire quand le point est éloigné? Comment gérer les flux financiers chez l'agent partenaire, en parenthèse, surplus de fonds, déficit de fonds, quand le point est éloigné? Yannick? Par rapport à ça, je disais tout à l'heure que nous avons mis en place déjà par notre modèle de distribution une architecture qui permet de gérer cela. Par exemple, dans notre modèle, nous avons ce que nous appelons des master agents, en fait, qui font le pont entre l'agent bancaire et nous. Et avec les agents bancaires, par exemple, ils peuvent aller collecter quand l'agent est en déficit, je veux dire, de balance électronique, ou encore peuvent approvisionner l'agent en cash. Et au-delà de ces mécanismes qui est d'agent bancaire, nous avons mis en place aussi de ce que nous appelons des crédits qui sont un peu comme des facilités de caisse pour permettre à un agent qui est en cours des monnaies électroniques de pouvoir s'approvisionner très rapidement et pouvoir servir les clients. Et tout cela, c'est chapeauté par un mécanisme de supervision qui permet justement de suivre la liquidité du réseau d'agents via des personnes qui monitorent à travers notre système d'information. Ok, merci Yannick. Prochaine question pour Alain. Dans vos interventions, nous avons suivi les différents risques auxquels une IMF peut être confrontée, image et liquidité. Quelle stratégie Gilgal compte-t-elle mettre en place afin d'éviter l'insatisfaction des clients dans le cas d'un retrait auprès d'un agent bancaire? Je rappelle, réponse courte, concise et précise. Merci, Kate. Je prends la question d'image. C'est lié au risque réputationnel. Comme l'a dit Yannick, il y a un travail à faire en amont, d'abord au moment du choix de l'agent bancaire, mais aussi les mécanismes de gestion des plaintes et réclamations des clients. Ce sont principalement ces deux éléments. À côté de la stratégie de communication à mettre en place par l'institution elle-même qui permettront de mieux gérer cette question-là. Et la question des liquidités, elle est progressive en fonction de la structure mise en place. Il y a plusieurs mécanismes qui sont déployés pour nous qui sommes à la phase de lancement. La stratégie voudrait d'abord que nous nous déployions autour de nos agences existantes avec un certain nombre de mécanismes, notamment les facilités de trésorerie qu'on peut accorder à ces agents bancaires-là pour pouvoir facilement réaliser leurs opérations. Mais forcément, dans la stratégie de développement, il est prévu également des super agents qui vont faciliter cette gestion de la trésorerie-là. Voilà. D'accord. Question suivante. Je pense que nous prenons 2 dernières questions. Les autres questions auront des réponses par mail. Que pensez-vous faire pour sécuriser les agents bancaires face au braquage à main dont ils font face ces derniers temps? Réponse courte à Yannick.
Alors, qu'est-ce qu'on fait de manière pratique? C'est à travers nos formations et les avertissements que nous donnons aux agents liés à leur environnement, mais aussi en amont dans la sélection. Nous nous rassurons que l'agent est dans un lieu qui soit sécurisé pour lui, mais aussi pour notre client qui viendra faire sa transaction, et aussi que son local est assez sécurisé pour lui et pour les clients. Mais après, ce sont des formations, ce sont des mises en garde, si je peux dire comme ça, que nous donnons à l'agent, parce qu'on ne peut pas venir chez l'agent et genre mettre des bodyguards, des surveillants, je ne sais pas moi, des gens pour faire sa sécurité, mais plutôt en lui informant et en lui éduquant sur les heures de fermeture, d'ouverture. Bien sûr, tout dépend de son environnement et de ce qu'il a déjà comme, je veux dire, comme personnel ou bien comme organisation interne. Merci. Alain? Je crois que la réponse de Yannick est claire. Hein. Il y a des mécanismes, mais qui sont plutôt des mécanismes de prévention qui passent par la formation et tout ce qui va avec. D'abord par le choix de l'agent qui est bien positionné en ce qui concerne les risques de sécurité, mais aussi la formation sur la meilleure gestion de sa trésorerie et globalement de son activité. Ce qu'il faut détenir comme minimum en caisse pour minimiser les pertes au moment en cas de vol et tout ça. Ça marche. Merci, Alain. Dernière question pour Yannick. La mitigation de la qualité de l'expérience client Finca Express ne risque-t-elle pas de rendre en mal le développement des autres réseaux à venir? Alors, l'expérience client, c'est un sujet très capital pour lequel Finca ne cesse de marteler, que ce soit au niveau interne ou au niveau des agents bancaires, parce que l'idée, c'est de pouvoir donner la même expérience, client ici, ou si je veux dire en interne, comme chez les agents, étant donné que les agents, en fait, sont les prolongements de nos agences. Et pour cela, nous avons mis en place des mécanismes qui permettent aux clients de pouvoir nous adresser en termes de plaintes, notamment à travers un call center qui fonctionne tous les jours, sauf les dimanches, de 7h30 à 20h30. Et cela, en fait, nous permet d'assurer avec toute notre équipe qui est focalisée dans la gestion des agents, de pouvoir assurer l'expérience et de pouvoir intervenir dans les cas où nous avons, que ce soit des abus ou bien que ce soit des agents qui présentent des cas, je veux dire, des mauvaises expériences clients. Merci beaucoup Yannick, merci beaucoup Alain pour vos interventions, vos réponses à ces questions. Nous espérons que les participants y ont trouvé des réponses adéquates. Rocky, tu as la parole. Merci beaucoup, Kate. Et merci beaucoup à tous nos panélistes avec la qualité de vos interventions. Alors, pour finir, Monsieur Alain, si aujourd'hui une institution vous approche pour vous demander conseil avant de commencer un projet de réseau d'agents en 1 minute, quels sont les conseils que vous pouvez leur donner? Ok, quel conseil il faut lui donner? C'est déjà de se poser la question, quel est le déclic? C'est-à-dire que quel est l'événement qui crée cette envie-là de vouloir déployer son réseau d'agents et quelles sont les attentes? À côté de cela, il faut bien réfléchir ou bien analyser un certain nombre de questions.
c'est la question de partenariat à établir, c'est-à-dire c'est quel type de partenariat il faudra établir en amont et pendant le processus de fonctionnement du réseau d'agents. En amont, c'est dans la phase de conception. Pendant le processus de fonctionnement, c'est assez clair. Et à côté, il y a la question sur la structure du réseau. Comment l'institution voit son réseau au début et dans le déroulement de son fonctionnement. La stratégie de gestion des agents, comment va se faire le recrutement, comment ça va se faire la supervision. Dans la supervision, on voit aussi la gestion de la trésorerie et tout ce qui va avec, les questions de compensation. Et puis, la rémunération, comment ça va se faire. Enfin, il faut regarder, on va dire quatrième point, il faut regarder son système d'information de gestion. Et enfin, les compétences internes. Pour la gestion d'une telle activité, il faut une analyse des compétences internes. Voilà. OK, merci beaucoup Alain. Alors, Monsieur Yannick, un mot de la fin. Quels sont vos conseils que vous pouvez par exemple donner à la BCC dans la réglementation des services des réseaux d'agents ou soit aux gestionnaires des réseaux d'agents pour qu'ils soient efficaces? Alors, comme mot de la fin, je dirais que la BCC comme autorité de régulation qu'elle ne cesse d'accompagner les réseaux d'agents bancaires et que les institutions soient toujours impliquées, je veux dire, dans tout ce qui est changement et tout ce qui est amendement ou bien tout ce qui est innovation, qu'ils soient toujours ouverts aux innovations des institutions financières et aux gestionnaires d'agents bancaires, je demanderai de continuer à bien faire leur travail malgré le choc économique et de pouvoir de ne pas hésiter à apprendre auprès des experts, comme je dirais MSC par exemple, pour acquérir les compétences nécessaires à la meilleure gestion des réseaux d'agents bancaires. OK, merci beaucoup Yannick. Et exactement, vous avez touché un point important, surtout sur les compétences, la disponibilité des compétences à l'interne. Alors, nous avons remarqué que plusieurs institutions de microfinance ont ce besoin-là. Et aujourd'hui, Microsave se positionne comme un cabinet qui accompagne les institutions financières dans la définition de la stratégie, l'implémentation, les déploiements de réseaux d'agents. Actuellement, en RDC, nous accompagnons certaines institutions pour leur projet de réseau d'agents, mais aussi nous nous basons sur des études que nous avons effectuées dans des pays en Afrique francophone sur les réseaux d'agents pour apporter une innovation ou nos conseils par rapport à l'efficacité ou la pertinence du réseau d'agents. Donc, n'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions par rapport au réseau d'agents et on va vous revenir avec plaisir. Alors, chers participants, nous sommes à la fin de notre webinaire. Encore une fois de plus, merci beaucoup à M. Yannick, à M. Alain pour votre disponibilité, mais aussi pour la qualité de vos interventions, mais aussi les niveaux de détails que vous avez partagés. Merci beaucoup à ma collègue aussi, Kate, qui a fait le support. Et merci beaucoup à vous, participants, qui continuez toujours à suivre nos activités. Alors, continuons à rester en contact et échangeons sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook ou écrivez-nous un mail et on va vous répondre. Merci beaucoup et au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci.